Le but de cet exercice est de savoir si deux matrices à coefficients réels étant données, est-ce que si elles sont semblables dans Mn de C, elles sont semblables dans Mn de R. L'objectif. Alors, on va quand même rappeler que deux matrices à coefficients dans K sont semblables dans Mn de K lorsqu'il existe une matrice inversible à coefficients dans K qui vérifie cette relation. Donc on voit tout de suite que quand les matrices A et B sont dans Mn de R, si elles sont semblables dans Mn de R, on peut trouver une matrice à coefficients réels qui vérifie cette relation. Si cette matrice à coefficients réels, on la voit comme une matrice à coefficients complexes, on aura évidemment le fait qu'elles sont semblables dans Mn de C. Donc la question non triviale, c'est des matrices à coefficients réels semblables dans Mn de C, sont-elles semblables dans Mn de R? Alors pour répondre à cette question, on va avoir besoin de développer certains outils concernant le déterminant et la décomposition de matrices à coefficients complexes. Dans cet exercice, nous aurons besoin de décomposer des matrices de Mn de C en copiant l'écriture algébrique des nombres complexes, c'est-à-dire décomposer une matrice de Mn de C comme une matrice de Mn de R plus 6 fois une autre matrice de Mn de R. Nous verrons comment faire et être capable de calculer un déterminant, montrer plus exactement qu'il est polynomial de degré inférieur ou égal à n par rapport à un certain paramètre. Ça, on va y revenir. Alors déjà, la décomposition des matrices. Quand on écrit un nombre complexe sous forme algébrique, on met en évidence sa partie réelle et sa partie imaginaire. Là, ça va être exactement la même chose. On va mettre ici la matrice qui est formée de la partie réelle de tous les coefficients, et ici la matrice qui est formée de la partie imaginaire de chacun des coefficients. Donc on peut toujours réaliser cette décomposition. Donc trouver une matrice à coefficients réels, enfin deux matrices à coefficients réels qui réalisent une telle décomposition. Alors plus généralement, si vous prenez une matrice à coefficients complexes absolument quelconque, eh bien pour obtenir une décomposition de ce type avec des matrices à coefficients réels, il suffit de prendre la matrice dont les coefficients sont simplement la partie réelle des coefficients de la matrice M, et la matrice B, ça sera la matrice dont les coefficients sont les parties imaginaires des coefficients de la matrice M. Ces deux matrices sont évidemment des matrices à coefficients réels. Et comme chaque coefficient de M s'écrit sous la forme partie réelle plus I partie imaginaire de ce coefficient, on a bien la relation, cette égalité matricielle qui tombe toute seule. Donc on est capable de décomposer des matrices à coefficients complexes sous une forme quasi-algébrique. Alors pour la deuxième partie, on se donne un paramètre réel x quelconque et deux matrices de Mn de R. On aimerait bien démontrer que le déterminant de U plus XV est polynomial par rapport à la variable x, polynomial de degré inférieur ou égal à n. Alors pour ça, on va faire une démonstration par récurrence. On va noter P de n, cette propriété. On va faire une récurrence sur la taille de la matrice. On peut déjà constater que P de 1 est vrai, puisque quand une matrice est de taille 1, elle est réduite à un de ses coefficients, qui est un terme affine, donc qui est bien polynomial en x de degré inférieur ou égal à 1. On va donc s'occuper simplement de l'hérédité. Alors pour l'hérédité, on fait la phrase rituelle. On se fixe un entier supérieur ou égal à la dernière propriété qu'on a initialisée. On suppose que P de n est vrai, et on démontre que P de n plus 1 est vrai. Alors pour démontrer P de n plus 1, on doit se donner deux matrices à coefficients réels de taille n plus 1, n plus 1, un paramètre réel x, et on doit montrer que le déterminant de U plus XV est polynomial en x de degré inférieur ou égal à n plus 1. Alors c'est assez classique, pour passer d'une propriété pour une matrice de taille n plus 1 à une matrice de taille n, ou l'inverse, on va utiliser un développement par rapport à la première ligne. Donc si je développe le déterminant de cette matrice par rapport à sa première ligne, on va récupérer une somme, la somme pour i variant de 1 à n plus 1, de moins 1 puissance 1 plus i, multiplié par le coefficient associé de la première ligne et de la ième colonne. Donc je vais le noter u1i plus x v1i, multiplié par le déterminant de la matrice obtenu en rayant la première ligne et la ième colonne. Alors si vous appliquez l'hypothèse de récurrence à la matrice qui est ici, vous récupérez que la matrice qui est là est une matrice dont le déterminant est polynomial par rapport à x et de degré inférieur ou égal à n. Ici,
on a des expressions qui sont affines par rapport au paramètre x. Donc en multipliant ces deux expressions, on va récupérer des expressions polynomiales par rapport à la variable x de degré inférieur ou égal à n plus 1. Comme l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n plus 1 est un R-espace vectoriel, on récupère donc bien que le déterminant de u plus xv est une expression qui est polynomiale par rapport à la variable x de degré inférieur ou égal à n plus 1. On récupère donc au final que pour tout entier naturel n non nul, et pour tout u v matrice de Mn de R, eh bien l'expression du déterminant de u plus xv sera une expression qui sera polynomiale par rapport au paramètre x et de degré inférieur ou égal à n. On va pouvoir, maintenant qu'on a développé ces outils, revenir à l'exercice. Donc on va supposer que les matrices A et B sont semblables dans Mn de C. Cela signifie qu'il existe une matrice P à coefficient complexe, telle que, donc qui vérifie la relation, telle que la matrice B va être égale à P-1 à P. Donc pour pouvoir récupérer une égalité qui ne fait intervenir que la matrice P seule et pas sa matrice inverse, on va multiplier chaque membre à gauche par la matrice P, et on va récupérer que PB va être égal à AP. Ce que je vais faire maintenant pour obtenir des matrices à coefficient réel, c'est qu'on va décomposer la matrice inversible P avec sa partie réelle et sa partie imaginaire, comme on l'a vu dans les outils qu'on a développés tout à l'heure. Donc on peut trouver deux matrices, U et V, dont leur seule propriété c'est d'être des matrices à coefficient réel, qui permettent de décomposer la matrice P sous forme algébrique, on va le dire comme ça. Je vais reporter donc cette information maintenant dans l'égalité qui est là. Donc on va récupérer que U plus IV multiplié par B est égal à la matrice A multipliée par U plus IV. On va ensuite utiliser les propriétés dans les calculs matriciels, la linéarité du produit matriciel à droite et à gauche, pour développer ces expressions. Et comme les matrices UB, VB, AU, AV sont des matrices qui sont dans Mn de R, ce sont des matrices à coefficients réels, et bien si on considère la matrice des coefficients réels et la matrice des coefficients imaginaires purs à droite et à gauche, par égalité de l'unicité de la forme algébrique d'un nombre réel, on va donc pouvoir affirmer que la matrice UB va être égale à la matrice AU. On l'obtient simplement en appliquant cette propriété matricielle coefficient par coefficient, et la matrice VB est égale à la matrice AB. Alors à partir de ces deux relations, la première relation 1 et la première relation 2, on va introduire un paramètre réel en calculant 1 plus lambda fois 2, où lambda est un nombre réel absolument quelconque. On obtient donc que U plus lambda fois V multiplié par la matrice B est égal à la matrice A, facteur de U plus lambda fois V. Donc là, on a réussi, en partant de cette matrice sous forme complexe décomposée sous forme algébrique, on a réussi à démontrer que cette relation-là entraînait cette relation, sauf que cette relation, elle est valable quel que soit le paramètre lambda appartenant à R réel. Cette étape est effectivement l'étape clé, puisqu'elle va nous permettre de reformuler la question sous la forme suivante. Donc maintenant qu'on a montré que cette relation est vraie, quel que soit lambda appartenant à R, on peut reformuler la question sous la forme suivante. Existe-t-il donc un nombre lambda appartenant à R tel que, tel que la matrice U plus lambda fois V est une matrice inversible
à coefficient réel. Alors on sait que cette matrice est à coefficient réel, puisqu'elle est formée ici de matrices réelles et d'un paramètre réel. La seule question qui reste, c'est est-ce que cette matrice est inversible? Donc on va utiliser notre outil déterminant qui caractérise l'inversibilité. Donc on se pose la question de savoir s'il existe un nombre réel lambda tel que le déterminant de U plus lambda V soit a priori différent de 0. Donc on va reformuler la question de l'exercice en ces termes. Alors, pour montrer l'existence de lambda, je vais considérer la fonction polynomiale par rapport au paramètre x suivante. F de x, c'est le déterminant de U plus xv. Comme les matrices U et V sont des matrices à coefficient réel, on peut utiliser le rappel qu'on a fait tout à l'heure pour dire que la fonction f est une fonction polynomiale par rapport au paramètre x de degré inférieur ou égal à n. Alors, on sait que les coefficients de cette fonction polynomiale ne sont pas tous nuls. Alors, c'est pas bien compliqué de le voir, puisque si vous considérez la matrice P qui est ici, sous la forme qu'on a obtenue ici, on obtient que le déterminant de U plus IV est différent de 0, puisque la matrice P est une matrice inversible, donc f de i est un nombre qui est différent de 0. Effectivement, une fonction polynomiale à coefficient réel, on peut parfaitement l'évaluer sur un nombre complexe, puisque tout polynôme à coefficient réel peut être vu comme un polynôme à coefficient complexe. Ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que les coefficients de cette fonction polynomiale ne sont pas tous nuls. Donc les coefficients de f ne peuvent pas être tous nuls, parce que s'ils étaient tous nuls, on aurait directement que f de i est égal à 0. Donc les coefficients de f sont non tous nuls. Ce qui fait donc de f un polynôme de Rn de x. Là, je le vois comme un polynôme de Rn de x, mais f n'est donc pas le polynôme nul de Rn de x, puisque l'intégralité de ces coefficients ne sont pas nuls. Alors, j'affirme donc que je peux trouver un nombre lambda appartenant à R tel que f de lambda est différent de 0, lambda qui répondra à la question posée. Alors pourquoi? Si vous supposez dans le cas contraire que la fonction f, elle s'annule sur tous les nombres réels, dans ce cas-là, ça serait une fonction polynomiale qui a une infinité de racines. Or, un polynôme qui possède une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Étant donné qu'on a montré que ce polynôme n'est pas nul, il existera donc bien une valeur réelle qui a une image non nulle par la fonction f. Et si je considère ce lambda et que j'appelle Q la matrice associée, eh bien on répond à la question de l'énoncé, puisque en prenant cette matrice Q, vous allez récupérer que QB va être égal à AQ. Vous allez donc récupérer que la matrice B va être égale à Q-1 à Q, avec Q une matrice inversible à coefficient réel, inversible puisque on s'est arrangé pour que son déterminant ne soit pas nul. On vient bien de démontrer que la matrice A et la matrice B, elles sont semblables dans Mn de R. Ce qui achève l'exercice.